Parce que les autres ils regardent leur montre, ils disent, il est 3h58, je dois avoir ma dose à 4h00, où est-elle? C'est très rare que la douleur suive la montre. L'addict, il suit la montre. Donc, faites attention de bien regarder combien de temps durent les faits, comment le malade se comporte. Lorsque tu augmentes sa dose un petit peu, il reprend les mêmes entredoses avec la même fréquence. C'est suspect, ça. Tu le réaugmentes encore, il reprend les mêmes entredoses avec la même fréquence. C'est suspect, ça. Et tu sais que si tu rentres là-dedans, eh bien, tu vas désensibiliser les récepteurs de ce malade-là, puis demain matin, tu ne pourras plus rien faire avec ton opiacé. Tu vas être obligé de faire une rotation. Tu es en train de le rendre malade. Et dans la deuxième heure, qui suit dans quelques instants, vous allez pouvoir voir, mon Dieu, je vais trop vite, hein? Vous allez pouvoir voir que vous venez de lui créer un problème et qui n'est pas un petit problème. Comment dépister le surdosage? Bien, si je commence, le malade a du mal, s'il a une douleur, je donne un peu de morphine, 20 de la dose, sa douleur baisse à 50 Il prend 4 entredoses. Je prends les entredoses, je les mets dans la dose, et maintenant, la douleur baisse de 86 il ne prend plus qu'une seule entredose. C'est parfait. Je prends l'entredose, je la mets dans la dose, j'ai 100 de la douleur disparue. La tension de ce malade est normale. Et avant de modifier la quantité, je fais toujours très attention à l'attention, parce que le premier signe d'une surdosage, c'est un déficit d'attention. OK? Comment je sais s'il y a de l'attention? Dites-moi, madame, comment ça fait 100 moins 7? Très bien, tout le monde sait ça. Mais ça fait 93 moins 7. 93 moins 7. 7, c'est 3 plus 4. Donc, 93 moins 7, c'est 3, ça fait 90, plus 4, ça fait 86. Le malade qui prend trop d'opiacés ne sait pas que ça fait 86. Dis-moi, madame, voulez-vous compter pour moi les mois à l'envers? Comptez-moi les mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, décembre. Très bien. Êtes-vous capable de le dire à l'envers? Certainement. Décembre, novembre, septembre, octobre, septembre. Là, on arrive à des mois où il n'y a pas de R. Et le malade n'est pas capable de dire où. Si le malade n'est pas capable de dire qu'il est au mois d'août, il y a un problème dans son cerveau. Son cerveau est ralenti. Probablement qu'il a trop d'opiacés. Donc, avant de donner un peu trop d'opiacés, tu regardes si le cerveau est correct. Puis une fois que tu l'as regardé 3 fois, le malade sait les mois par cœur, puis sait le moins 7 par cœur, tu lui inventes un nouveau problème. Ce que le cerveau ne peut pas faire, c'est face à la nouveauté. Il peut réciter par cœur ce qu'il a appris par cœur, parce qu'il n'y a pas de travail, ça. Mais créer une réponse, c'est du travail. Et donc, voilà que s'il reçoit déjà 120 son attention est fluctuante. Il est incapable de faire un nouveau travail. Et donc, avant d'augmenter la dose, regardons si le cerveau est capable de faire un nouveau travail. Puis s'il est capable, bien là, tu es sûr que tu es dans la zone safe. Si tu lui as donné 150 commence à avoir de nouveaux signes. Le malade a des myoclonies. Tu le regardes dans son lit, il bouge un peu. Avec son cerveau, il ne sait plus où est la main. Alors, il fait bouger la main pour le savoir. Et quand il bouge la main, ah, elle est là. Là, il ne sait plus où est le pied. Alors, il fait bouger la jambe pour le savoir. Ah, elle est là. La myoclonie est un signe qui montre qu'il y a trop d'opiacés. Puis, il y a un signe qui est formidable, que personne ne rappelle jamais, mais qui est super important, c'est les hallucinations tactiles. Dites-moi, monsieur, est-ce que quelqu'un vient vous toucher la nuit quand il n'y a personne? Bien oui, docteur, comment vous le savez? Vous savez, les malades ne disent jamais leurs hallucinations parce qu'ils ont peur qu'on les prenne pour des fous. Mais il y en a! Alors, si tu as quelqu'un qui a des hallucinations tactiles, je ne connais qu'une seule chose qui fasse ça, et c'est la morphine. Les neurologues en connaissent, d'autres que la morphine, mais pas moi. Puis dans ma vie de clinicien, je n'ai jamais vu d'hallucination tactile pour une autre raison qu'un excès d'opiacés. Tu as évidemment maintenant d'autres signes. L'œil devient en myosis, le malade devient somnolent, puis il devient endormi, difficile à réveiller, puis il se met à ronfler de façon importante. Puis quand il ronfle encore plus, voilà que le rythme respiratoire descend à moins de 8 par minute. Ça, tu es sûr qu'il y a
un excès et qu'il faut que tu fasses quelque chose rapidement pour renverser ça. Voyez-vous, cette petite augmentation, ça, là, ça suit la quantité de morphine. C'est en train de vous dire que si le malade est en bas, dans ces 4 lots-là, il n'y a plus de mal. Donc, si tu as encore du mal, tu es dans un problème. Normalement, il devrait avoir 0 mal, parce qu'on ne peut pas être intoxiqué tant qu'il y a encore du mal. C'est quand il n'y a plus de mal qu'on commence à s'intoxiquer. Il y a une situation où cela peut arriver, qu'on soit intoxiqué et qu'on ait encore du mal. C'est la situation où on a une douleur neuropathique, pas contrôlable par la morphine. Et là, quand même, quand on donnerait plus de la morphine, tu ne soulageras pas plus le malade, tu vas l'amener en hallucination, tu vas l'amener avec des autres problèmes, parce que son problème est un problème neuropathique. Donc, il faut que tu aies fait ce diagnostic-là. Ça, c'est une prochaine heure de cours. Comprenez-vous ça? Donc, avec la morphine, normalement, si vous avez un déficit d'attention, il ne devrait déjà avoir aucune douleur. Puis s'il y en avait, ça ouvre votre oreille qu'il a besoin d'un autre médicament que cet opiacé-là pour contrôler la douleur. Puis si vous ne donnez pas l'autre médicament, vous ne la contrôlerez jamais. Et souvent, de très petites quantités d'autres médicaments. Je me rappelle de l'effet spectaculaire de 1 mg de méthadone 3 fois par jour. Un malade qui a mal à 8 sur 10, qui prend des doses importantes de médicaments, 1 mg de méthadone qui passe par un autre chemin, on verra peut-être ça un jour, voilà que le malade est devenu complètement confortable. Quelquefois, c'est d'avoir ajouté du Lyrica, du Neurontin, d'autres co-analgésies qui vont avoir un effet sur le cycle de la douleur. Je pensais que j'allais prendre 45 minutes, mais je vais en prendre un autre 15 minutes pour terminer. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, avec la dose, on finit par avoir une dépression respiratoire parce que la morphine agit sur le complexe de la respiration, une hypoventilation. Ici, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui n'arrive pas beaucoup dans les maisons de soins palliatifs, mais qui arrive lorsqu'on suit les malades de soins palliatifs avant qu'ils soient dans la maison, c'est les formes longue action. Parce que les formes longue action, c'est des formes qui se dégradent lentement. Et c'est des formes qui sont faites en petites billes. Il y a des petites billes, des moyennes billes puis des grosses billes. La différence dans les billes, c'est le sucre autour de la morphine. C'est toute la même morphine dans toutes les billes, mais il y en a qui sont grosses parce qu'il y a une grosse couche de sucre autour de la bille, puis d'autres qui ont une petite couche. Plus la bille est grosse, plus ça prend du temps avant de tout métaboliser le sucre. Donc, on va chercher la morphine à petite bille en premier, puis ensuite la morphine à moyenne bille, c'est comme si on avait une deuxième dose, puis ensuite la morphine à grosse bille. Puis là, on a une morphine qui dure pendant 12 heures. C'est formidable. Surtout le malade à la maison, il a pu prendre des pilules 4 heures, où il y a un gros avantage. C'est très bien, mais attention, il arrive que la longue action se ramasse dans un petit coin d'intestin où elle est isolée. Le malade est très mal soulagé, il a mal. 12 heures après, il prend son deuxième comprimé, il bouge un peu, hop, le premier s'est fait, et maintenant il y a 2 comprimés qui sont métabolisés en même temps. Et là, le malade peut devenir d'un coup somnolent, parce qu'en fait, ce n'est pas 1, mais 2 comprimés de morphine qui métabolisent en même temps. Watch out les longues actions. Et donc, aux soins palliatifs hospitalisés, on utilise à peu près plus de longues actions. Plus de timbre et plus de longues actions par la bouche. Ça, c'est vrai pour moi à l'unité de soins palliatifs du CHUM, où la survie est de moins de 8 jours. Mais ça peut être différent à Victor-Gadebois, où quelqu'un est là pour 3 mois. Donc, je ne dis pas que vous ne devez pas en donner, je dis que vous devez être conscient que l'utilisation d'une longue action ouvre à des problèmes qui peuvent être des problèmes occultes. Vous ne comprenez pas pourquoi le malade se met à dormir tout d'un coup. Tu fais beau le regarder avaler sa pilule, être sûr qu'il n'a pas pris 2 en même temps, ça peut arriver qu'il soit en surdosage parce qu'il y a une pilule qui n'a pas été métabolisée au moment où elle aurait dû. Donc, il faut être alerte à ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les longues actions, je dis qu'il faut le savoir. Les pacemakers qui me font respirer dans mon tronc cérébral, eh bien, ils sont sensibles aux endorphines, mais aussi aux exorphines. Puis dès que les endorphines ou les exorphines augmentent trop, eh bien, la respiration se met à diminuer et ceci
est caractéristique. Voilà ici le ponce. On a deux noyaux dans cette partie de notre cerveau au début de la moelle épinière. Un qui contrôle à quelle vitesse on expire, puis un à quelle vitesse on inspire. Puis on ne se rend pas compte qu'on inspire, puis on expire normalement, régulièrement. J'augmente mon rythme respiratoire. Si je veux le descendre, un peu de morphine peut le descendre. Et il y a des gens qui se mettent en hyperpnée pour des raisons X, Y, Z, et ce n'est pas le sujet du cours aujourd'hui. On va leur donner une perfusion de morphine ou des doses de morphine pour contrôler la respiration, qu'elle ne reste pas à 42, ce qui est super inconfortable et même dangereux pour le malade, qui est en général anémique et qui a par conséquent une déficience d'oxygène obligatoire, non contrôlable par l'oxygène en masque. Je passe rapidement là-dessus pour vous dire que la morphine, elle est beaucoup plus dangereuse chez les sujets sains. Pourquoi? Voilà un sujet sain. Il a une boîte à endorphines à peu près pleine. Elle est bleue. Il peut en avoir un petit peu plus s'il se met à bouger, à courir, etc., pour enlever le verre. Dès qu'on monte les endorphines en dessus du verre, on rentre dans la zone toxique. Au début de la zone toxique, tu es juste un petit peu ralenti. Ensuite, tu commences à plus savoir les mots difficiles. Puis ici, tu dors de façon importante. Mais si je suis un malade de soins palliatifs, que je ne mange plus, puis que j'ai de la douleur, puis j'ai cherché toutes mes endorphines, mais ma boîte d'endorphines est vide. Quand je commence à donner des exorphines, la première chose que je fais, c'est de remplir la boîte. Puis avant de rentrer dans le rouge, j'ai tout ça. C'est très rare de voir quelqu'un ne pas respirer à cause de la morphine quand il est en soins palliatifs et souffrant. Mais si tu es en bonne forme, ça ne prend pas grand-chose. Alors pensez au monsieur qui arrive à l'hôpital, l'exemple que j'ai vu, classique, Maisonneuve, un patient chirurgical avec une douleur abdominale. Avec sa douleur est là depuis moins de 12 heures. Hier, il courait. Son taux d'endorphine est élevé. Là, il a mal. On lui donne 5 mg d'hydromorphone, bang, il arrête de respirer. Le malade chirurgical est sensible à la morphine, comme moi. Donne-moi le 5 mg d'hydromorphone, moi, je vais avoir des problèmes respiratoires parce que mes endorphines sont normales. Mais le monsieur qui arrive en fin de course avec 0 endorphine, dénutri, souffrant, hey, avant que tu le ramasses dans la boîte rouge, lui, il faut que tu en donnes pas mal plus. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être moins attentif à ce qu'on fait. Il faut être attentif à ce qu'on fait. Mais il faut savoir que le malade est résistant à la morphine. Moi, je ne pourrais pas résister à ce que mes malades prennent en termes de morphine. Je serais complètement parti. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents de moi. Mais quand on fait un médicament pour la première fois, on le check chez des gens normaux. Et c'est ce qu'on a fait avec la morphine. Et là, on a décrit que la morphine arrêtait de respirer les gens normaux. La morphine n'arrête pas de respirer les gens qui sont très malades, seulement les gens normaux. La pharmacologie des gens normaux n'est pas la même que la morphologie des gens anormaux à cause de ce phénomène-là. Ici, il y a des endorphines qui s'ajoutent à la morphine. Ici, il n'y a pas d'endorphine pour s'ajouter à la morphine. Est-ce que c'est clair, ça? Et là, déjà, là, vous êtes dans le 10 des Québécois qui comprennent ça. 90 des Québécois ne comprennent pas ça. OK? Y compris en soins palliatifs. Alors, la morphine, bien, pour les familles, les familles, ils ont certainement pensent que la morphine hante la mort, que c'est à cause de la morphine que le malade n'a plus de conscience. Puis ils ont une expérience qui est très simple. Écoutez, quand j'ai amené ma maman, vous lui donnez 8 mg par jour. La semaine passée, elle en prenait 22. Là, elle est à 45 puis elle ne parle plus. Hey, docteur, on a amené notre maman hier, on a joué aux cartes avec elle jusqu'à 11 heures. Un matin, je viens la voir, je ne peux plus y parler. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Je ne te demande pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce que vous lui avez donné? C'est forcément notre médication qui est en cause. La réalité n'est certainement pas là. Et les familles pensent que la morphine hâte la mort. Mais c'est vrai qu'en fin de vie, la douleur augmente. Elle augmente parce que les mouvements sont supprimés, et donc il n'y a plus d'endorphine. Elle augmente parce que les endorphines sont basses. Elle augmente parce qu'on se met à retenir de l'eau. Et les petites métastases deviennent plus grosses. Et donc, elles compriment plus sur les nerfs, sur les os,
et sur les surfaces sensibles. Cette augmentation des lésions est classique de la fin de la vie. Et puis, elle augmente parce que les envahissements variés croissent. On a donc besoin de plus en plus d'endorphines. Voilà des gens qui rentrent à l'hôpital et ils ont 45, 49, 42, 125, 183 ou 493 mg de morphine. Puis quand ils vont mourir, 45 est devenu 75, 49 est devenu 139, 42 est devenu 55, 125 est devenu 460. Et c'est tout à fait normal qu'en fin de vie, il y ait une augmentation des besoins en exorphine. Et la première raison de ça, c'est que la synthèse d'endorphine se chute de façon précipitée. Une partie de ça, c'est pour remplacer des endorphines de moins en moins présentes. Puis une partie de ça, c'est pour faire face à une douleur plus présente. OK? La morphine, cela équilibre la douleur. Si je prends de la morphine et que je n'ai pas mal, je commence à avoir des effets bizarres, et puis progressivement, je vais devenir morphinomane. Progressivement, mon cerveau va se mettre à faire de la douleur. Il va créer de la douleur pour que la douleur équilibre la morphine, et non plus la morphine équilibre la douleur. Comment je le sais? J'arrête la morphine. Qu'est-ce qui fait le malade? Il y a mal partout. Pourquoi il y a mal partout? Il y a mal partout parce que tout ce qui reste, c'est la douleur que le cerveau a créée pour lui permettre avant d'être morphinomane. La douleur équilibre la morphine équilibre la douleur. Trop de morphine, vous créez de la douleur, vous ne rendez pas service à votre malade. La morphine hâte la mort? Absolument pas, et c'est très bien montré dans les différents papiers sur la question. La médication appropriée, enlever la douleur et la souffrance ne hâte pas la mort. Critical Care 2008, excellent papier. On regarde si on doit avoir peur de la morphine. Voilà l'expérience en Israël. En Israël, on prend 435 patients, on les classe selon la quantité de morphine qu'ils prennent. 393, 32, ou c'est le nombre de patients. Ici, plus que 600 mg, ici, moins que 300, puis ici, entre 300 et 600. On va suivre ceux-là 37 jours, ceux-là 50 jours, ceux-là 87 jours. Pensez-vous que d'avoir pris plus que 600 mg les a tués? Non seulement il ne les a pas tués, mais on peut faire un petit graphique intéressant. Ici, il y a ça c'est 100 des malades. Au fur et à mesure où les malades meurent, parce qu'ils ont toutes des maladies terminales, il reste moins que 100 Ici, il reste 80 ici, il reste 40 puis ici, il ne reste personne. Donc, la vitesse avec laquelle cette courbe descend vers zéro est d'autant plus rapide qu'il y a plus de gens qui meurent. Je prédis que si la morphine tue, bien, les gens qui ont beaucoup de morphine devraient descendre beaucoup plus vite. Puis les gens qui ont moins de morphine devraient descendre beaucoup moins vite. En fait, il n'y a aucune différence statistique entre ces trois courbes. Elles ne sont pas distinguables. Donc, la quantité de morphine qu'ils ont reçue n'a rien changé à leur vie. En Espagne, on fait exactement la même chose, plus ou moins de 120 mg, courbe de survie, exactement les mêmes. Et donc, la vitesse des gens qui sont signés à 100 après, ici, 80 jours, la même quantité est morte selon qu'ils ont eu ou pas de la morphine. La sédation palliative ne hâte pas non plus la mort et la morphine, même genre d'argument. Ici, il y avait 267 dans un groupe, 251 dans l'autre groupe, et il y a un groupe qui avait de la sédation palliative en plus de la morphine. Les gens meurent à la même vitesse. Il y a un groupe qui meurt plus confortable que l'autre. Ah, ça, c'est sûr, mais il ne meurt pas forcément plus vite. Ça, c'est encore plus beau, parce que c'est le New England Journal of Medicine. C'est un papier de Mme Temel que tout le monde cite. 178 patients avec un cancer du poumon. La moitié de ces gens-là est suivie par un pneumologue. Et les pneumologues, c'est supposé connaître ça, le cancer du poumon. Et ils connaissent ça, en effet. Mais la douleur, je peux vous dire qu'ils ne connaissent pas ça. L'autre gang, c'est suivi par le même pneumologue, mais il y a un docteur de soins palliatifs qui s'est ajouté. Et donc, les traitements pour le cancer sont les mêmes. La différence, c'est le traitement pour la douleur. Ceux qui ont le cas standard montent plus vite que ceux qui ont des soins palliatifs précoces. Ils vont vivre 1 mois et demi plus longtemps. Si tu n'as pas mal, tu vis plus longtemps que si tu as mal. Pas moins longtemps,
Okay? Ça, ce papier-là est très robuste sur le plan de la méthodologie. C'est pour ça qu'il est publié dans le New England Medical Journal, qui est une de nos bibles de la qualité médicale. Ces derniers mots sont pour mes collègues médecins qui connaissent bien la réalité. Que cela hâte la mort, certainement pas. Mais il y a les docteurs qui prescrivent, pensent que c'est comme ça. On va essayer 3 groupes. Une étude qui était faite en 1995, 2001 et 2005 en Hollande. Ici, en 1995, 10 des gens donnaient plus de morphine pour hâter la mort. Ici, Et ici, 53 des gens pensaient que la morphine avait réduit la vie. En 2005, seulement 3 des gens donnent plus de morphine pour hâter la mort, parce qu'ils commencent à savoir que ça hâte pas la mort partout. Et puis seulement 37 pensent que ça raccourcit la vie. Eh bien, c'est une bonne nouvelle pour vous, mais les doses dans les deux choses sont les mêmes. Et donc, c'est dans l'œil du docteur que la morphine ralentit la vie, ou du soignant. Nous pouvons avoir l'impression, quand on le prescrit, qu'on va ralentir la vie, mais non, on ne fera pas ça. Ce n'est pas ça qui se passe. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est ce qu'on fait, mais ça n'est pas la réalité. Tous les médicaments peuvent tuer, donc les opiacés aussi. Tout médicament en surdose, ça ne marche pas. Tout médicament, trop de médicaments, c'est une mauvaise médecine. Il faut toujours prescrire à bon escient. Chaque médicament a ses conditions d'exercice, là. Puis là, il faut connaître ces conditions-là. Et je vous recommande de donner ce qu'il faut pour qu'on ait 90 à 95 de soulagement et pas plus. Les opiacés ne sont pas utilisés pour le suicide assisté et pour l'euthanasie. Dans le kit pour l'aide médicale à mourir, il y a zéro opiacé parce que ça tue trop mal, surtout les gens en fin de vie. Et c'est absent des cocktails létaux qui sont utilisés un peu partout, y compris aux États-Unis pour la peine de mort. Combien de morphine? La quantité qu'il faut pour contrôler les symptômes. Puis j'ai eu des gens qui en prenaient 1 gramme, puis j'ai eu des gens qui en prenaient 5 milligrammes. Et ce qu'il faut, c'est d'être là. Le dosage d'opiacés ne devrait jamais excéder ce qui est nécessaire pour contrôler les symptômes. Et en coma, on peut savoir si le malade il est souffrant. Il est en coma depuis 3 jours. Il arrive à savoir est-ce qu'il y en a assez de morphine. Bien, je peux le savoir. Comment je le sais? Premier signe, je le regarde. Si son visage est lisse, probablement qu'il est confortable. S'il est grimaçant et crispé, probablement qu'il n'est pas confortable. Je regarde est-ce qu'il y a des larmes dans ses yeux. S'il n'y en a pas, il y a des chances que ça aille bien. Est-ce qu'il respire normalement? S'il a mal, il fait ça appelle ça du gênement. S'il n'a pas mal, il respire normalement. S'il est souffrant, il est raide comme une barre. Tu prends la main, le coude vient avec. Mais s'il n'est pas souffrant, tu prends la main, il est mou. Et donc, quelqu'un qui est mou n'a pas de mal. Puis s'il a du mal, il bouge dans son lit constamment. Il cherche une position antalgique, puis il ne la trouve pas parce qu'il a mal constamment. Quelqu'un qui bouge comme un ver dans un lit, tu sais qu'il a du mal. Alors un malade qui bouge tout le temps, qui est raide comme une barre, qui a des larmes, qui présente des gênements à la respiration, puis qui a la figure grimaçante, tu le sais qu'il a du mal. Tu lui donnes ta bonne dose sous-cutanée, et voilà que quelques 20 minutes après, le visage redevient lisse, il ne bouge plus, il n'y a plus de mal, il est devenu souple, il ne gêne plus. Ça vient de marcher formidablement. En plus, quand tu te bats avec un tigre, tu respires vite, puis ton cœur est rapide. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer la respiration et le cœur. C'est donc moins spécifique comme signe, mais ça fait partie. Ces 7 signes-là, ce sont donc 7 signes que le malade comateux a du mal. Et quand il répond à la morphine, il te confirme que c'était bien du mal qu'il avait, puisque maintenant, il ne l'a plus. Comprenez-vous ça? Donc, il n'y a aucune raison qu'on ait une surdosage à quelqu'un qui est capable de nous dire, puis qu'on peut plus lui faire calculer combien fait 93 moins 7. Mais on a ces autres évidences-là. Et ces évidences-là, est-ce qu'elles sont vraies chez quelqu'un qui n'est pas en coma? Certainement qu'elles sont vraies aussi. Et donc, quelque part, on peut se servir également de ça pour évaluer l'importance de la douleur chez un malade, surtout chez un malade consommateur dont on n'est pas absolument certain de où il se situe par rapport à sa douleur. Donc, c'est utile de comprendre ce petit tableau. Est-ce que vous comprenez ça? D'accord. Je pense que c'est super important d'intégrer ce petit tableau.
Eh bien, il faut donc toujours vérifier le besoin, augmenter la dose à bon escient, administrer en perfusion quand on peut. Pourquoi? Si je donne la morphine intraveineuse, bien, la morphine dans le sang va faire... Et pendant quelques minutes, le cerveau va avoir 10 fois la dose dont il a besoin. Et il va commencer à internaliser ses récepteurs. Tu ne veux pas faire ça. Si tu donnes la morphine en sous-cute, tu veux la dose moyenne. Mais là, le cerveau, pendant quelques minutes, une dizaine de minutes, vingtaine de minutes, une demi-heure, il va avoir 3 fois la dose qui internalise les récepteurs. Si tu étais capable de le donner constant, jamais tu montes en haut de la dose. Et là, le malade va répondre beaucoup plus longtemps à la morphine. Et ça, une perfusion sous-cutanée permet ça. Tu mets la morphine dans ta perfusion, et puis tu fais une petite quantité de perfusion qui ne dure pas plus que 24 heures, pour être obligé de changer les petits sacs tous les jours, qu'il n'y ait pas de bactéries qui se mettent dedans. Et voilà que le malade se trouve à avoir un excellent contrôle, et tu peux simplement augmenter un peu la vitesse de perfusion, puis tu changes la quantité de morphine en fonction de ses besoins dans la perfusion. Jamais plus de ce qu'il faut pour le confort, évaluer fréquemment, ne jamais augmenter les doses sans avoir fait une évaluation appropriée de la fonction centrale lorsqu'elle est disponible. S'il n'y a pas d'évidence que les opiacés accélèrent la mort aux doses efficaces, on n'a pas besoin de doubler la dose. Moi, j'ai vu des gens à l'hôpital qui disaient « doubler la dose à toutes les 4 heures ». Pour moi, doubler la dose à toutes les 4 heures sans avoir examiné le malade, c'est de la très mauvaise médecine. Et je serais prêt à dire que ça devrait être sanctionné comme étant un geste inapproprié. Ce qu'il faut faire, c'est de regarder si le malade en a besoin. La morphine, ça ne tue pas. Puis si ça tuait ce malade-là, ce que j'ai fait, c'est de donner la dose appropriée. Et mon désir, c'est de le rendre confortable. Puis s'il meurt en même temps, je ne suis pas sûr, je ne peux pas te jurer que dans ce cas-là, la morphine n'a pas bien coup, mais il n'y a eu aucune intention de tuer le malade. Il y a une intention de le rendre confortable. Et donc, ça, à mon avis, ça règle la question. Et si vous voulez revoir ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, vous pouvez regarder les opiacés normalement prescrits ne tuent pas dans le bulletin du réseau en 2011 ou dans les cahiers francophones de soins palliatifs qui peuvent être mis à votre disposition. Nous avons un petit 10 minutes ou 5 minutes de questions avant de s'arrêter un peu. Est-ce que vous avez des questions? C'est d'une clarté absolue. Madame. Moi, si j'ai un patient que je me doute fortement qu'elle soit dans le 120 soulagée, oui, voire plus, que cette patiente-là, par peur d'avoir mal, me demande continuellement les entredoses. J'ai un problème, je me dis, je suis qui moi? Hein, on sait qu'une douleur, c'est subjectif. Hein? Moi, je ne vois pas la patiente crispée, pliée en deux dans son lit. Je n'ai pas de raison de ne pas lui donner d'entredose, alors que je sais que cette personne-là, je soupçonne. Je la donne-tu ou je la donne pas? C'est comme, moi, je travaille le soir. J'ai aussi une patiente qui, chez elle, prenait toujours une entredose en se couchant, de peur de se réveiller souffrante. Là aussi, j'ai un problème, je me dis, je vais créer Chaque fois que vous laissez la malade prendre un opiacé alors qu'il n'en a pas un besoin actuel, vous diminuez sa capacité de répondre à cet opiacé-là. Et donc, avec le temps, il n'y aura de moins en moins d'effets à l'opiacé qui est là. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de protéger ce malade pour quand il a besoin de son opiacé, que ça fasse quelque chose. Okay? Donc, les entredoses sont là pour répondre à une douleur, pas pour empêcher l'apparition d'une douleur. C'est vrai que j'ai vu plein de malades qui utilisaient l'entredose parce qu'ils avaient peur que ça vienne. Alors, il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre. Une stratégie, c'est de mettre la petite bouteille où il reçoit son entredose quand il a mal. Et là, il pèse sur le petit bouton et il se donne une entredose. Et on calcule, on utilise cette stratégie-là en post-op maintenant de façon à peu près universelle. Et ça permet au malade de dire, écoutez, si ça fait mal, vous vous donnez ça 2 minutes après, ça ne fera plus mal. Mais je ne vous le donne pas au cas, parce que si je vous le donne au cas, vous serez de moins en moins sensible et demain, vous allez avoir des douleurs que je ne pourrai plus arrêter. Ce n'est pas facile de faire ça dans une maison palliative parce que la technologie est moindre que dans un grand centre hospitalier. Oui, c'est vrai. Mais d'expliquer quand on prend les entredoses et pour quelles raisons,
est super important. Il se pourrait que l'on puisse, au lieu de donner avant le temps de l'entredose d'opiacés, qu'on donne une petite quantité de midazolam. Et voilà que la petite quantité de midazolam n'interfère pas avec les récepteurs à la morphine, va donner un relaxing effect à cette malade-là que, dans le fond, elle cherche, sans interférer avec sa réponse aux opiacés. Et donc, il y a des médications alternatives qui peuvent être utilisées. Et je parle ici de doses petites de midazolam, des doses qui sont quelquefois inférieures à 1 milligramme, là. Donc des très petites doses, et qui vont peut-être remplacer cet effet, passer à côté de cet effet artificiel de la morphine qui n'est pas utile aux malades. Vous me comprenez? Oui, oui. Bon, je pense que le principe est simple. Pas de douleur, pas d'exorphine. De la douleur, des exorphines aux 4 heures. Si tu as la bonne dose, il n'y aura pas de douleur. Donc, il n'y aura pas d'entredose. Et les entredoses ne sont là que si la douleur réapparaît. Et là, tu comptes les entredoses. Et puis, si tu as besoin d'une entredose, puis ensuite 2 entredoses, puis ensuite 5 entredoses, et tu sais que la douleur se met à augmenter, tu prends les 5 entredoses, tu les mets dans la dose, tu augmentes les entredoses, qui sont en général 1/10 de la dose journalière ou la moitié de la dose aux 4 heures, deux façons de calculer l'entredose. Alors, si le malade reçoit 20 mg de morphine, les entredoses sont de 2 mg de morphine. Puis, si tu es obligé d'en donner 10, ou d'en donner 4, 4 fois 2, 8, il va avoir reçu 28 mg de morphine. Tes entredoses viennent de passer à 2,8 ou à 3 mg, et tes doses viennent d'être augmentées pour donner ce 28 mg par jour. C'est comme ça qu'on s'ajuste progressivement et qu'on ajuste l'entredose. Ça fait beaucoup ça, vous savez ça déjà, hein? Et c'est possible avec les thèmes de fentanyl aussi de faire le même calcul, parce qu'il y a une équivalence entre la morphine SOCUT et puis le fentanyl. On en parlera un autre tantôt, où on va parler de timbre. OK? Donc, votre question est non seulement pertinente, elle est importante. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut trouver une autre façon de répondre à ce besoin et à cette peur que de donner des opiacés de façon inappropriée. Là, vous êtes obligé de faire avec le docteur. Puis le docteur, là, il ne sait peut-être pas ça. Puis le docteur, peut-être qu'il pense autrement que moi. Puis moi, là, je ne suis pas le Saint-Esprit là-dedans. Là. Je vous dis que moi, ce que je pense. Bien, il faut faire avec le docteur. Et donc, on peut avoir une conversation avec lui sur ce qui se passe quand le malade reçoit de la morphine. Je ne suis pas sûr que nous ne soyons pas là pour nous éduquer réciproquement. Dans ma vie médicale, je dois énormément aux infirmières. Énormément. J'ai appris plein de choses grâce à elles. Pas sur les récepteurs mus, mais sur plein d'autres choses importantes. Sensationnelles. Donc, nous sommes vraiment en train de collaborer pour le mieux-être de ce malade-là, et nous avons à exercer cette collaboration dans tous les domaines. Et le docteur, il va amener son expertise, vous la vôtre. Et quand il y a un clash entre les deux, il y a une raison de discuter et de trouver une voie finale commune qui respecte la réalité scientifique sous-jacente. Dès que tu sors de la réalité scientifique sous-jacente, tu sors du bon sens. Bon, alors, il faut trouver une façon de récupérer le bon sens. Ce que je vous dis là, c'est largement présent dans la littérature. Et le docteur, ça a le temps de lire que ça a. Quand tu es à l'Université de Montréal et que tu ne vois pas de malade, tu peux passer bien du temps à la bibliothèque. Quand tu es à l'urgence et puis sur les étages, tu as beaucoup moins de temps dans la bibliothèque. Et donc, ta capacité d'intégrer la connaissance n'est pas aussi bonne. Et donc, il faut de la formation. Et c'est ce que nous essayons de faire ici. Merci pour la question. Monsieur? J'avais une question par rapport au surdosage Oui. d'opiacés. Souvent, les patients présentent des signes de surdosage d'opiacés. Est-ce que dans votre expérience, à ce moment-là, il faut nécessairement... Mettons un patient qui développe des myoclonies. Du coup, ça ne lui dérange pas, ces myoclonies-là. Un patient que ça lui soulage quand même de recevoir encore des entredoses assez fréquemment d'opiacés. Est-ce que dans votre expérience, cette personne-là a aucun bénéfice à recevoir des entredoses et les surdoses? Est-ce qu'on lui fait plus de tort
continuer ce régime-là ou est-ce qu'on devrait, pour l'aider, essayer de baisser les doses d'opiacés pour enlever l'hémioclonie puis s'assurer qu'on n'a pas Pour moi, c'est une indication à faire une rotation d'opiacés. Dès que tu vois la première myoclonie, tu sais que le cerveau est en train de se défendre contre un excès d'opiacés. Pourquoi est-ce que tu tolérerais ça? Alors tu dis, je regarde combien il prend de milligrammes de morphine jour, je convertis ça en milligrammes d'hydromorphone jour, je divise par 5 parce qu'un hydromorphone égale 5 morphines, je prends 70 % de ça parce que je sais que je suis partiellement sensible à cette médication de morphine, alors que je vais être entièrement sensible à l'hydromorphone, donc je donne 60 à 70 % de la dose, puis avec ça, je me retrouve avec un malade aussi bien soulagé chez qui sont disparues les myoclonies. Okay? Je ne continue pas à donner des entredoses plus grandes si je vois apparaître des signes de toxicité. Et il se peut très bien qu'avec mon changement, le malade ait encore du mal. Il ne réagisse pas bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas opiacé sensible, dont je ne me suis pas occupé. Quand même que je recommencerais à lui donner des doses astronomiques du nouvel opiacé, il va encore développer des signes d'intolérance à l'opiacé alors que la douleur n'est pas contrôlée. Lui, ce qu'il faut, c'est des petites quantités de méthadone. Et là, avec 1 mg de méthadone, tu n'as pas besoin d'augmenter ton opiacé. Tu gardes le même opiacé de base, mais tu as ajouté ton milligramme de méthadone parce que la méthadone, c'est formé de 2 médicaments, la L-méthadone et la D-méthadone. Dans 1 mg de méthadone, il y a 50 % de L-méthadone puis 50 % de D-méthadone. La L-méthadone, c'est comme la morphine, c'est comme de l'hydromorphone par rapport à la morphine, 5 fois plus puissant. La D-méthadone n'a aucun effet sur les récepteurs aux opiacés, c'est un effet sur le NMDA, qui est impliqué dans la douleur neuropathique. Alors, en bloquant le NMDA avec une petite quantité de méthadone, la douleur neuropathique est parfaitement contrôlée, puis tu n'as pas besoin de donner plus de morphine. En fait, tu vas peut-être même à la diminuer. OK? Mais là, il faut avoir l'expertise de savoir qu'est-ce que fait la méthadone. Là, ça nous prend 1 heure et demie de cours sur la coanalgésie à la méthadone, qui est très sécuritaire, alors que l'utilisation de méthadone comme seul opiacé n'est pas sécuritaire et dangereuse. À cause de la pharmacologie propre à la méthadone et parce qu'on donne de grandes quantités de méthadone. En coanalgésie, on donne de minuscules quantités de méthadone et je n'ai jamais entendu personne à la méthadone depuis que je m'en sers en coanalgésie. Alors que j'ai eu des patients en soins intensifs avec des problèmes avec la méthadone utilisée comme principal médicament. Right? Donc, pour moi, la méthadone comme principal médicament, jamais. Comme coanalgésie, toujours. Et je ne peux pas travailler sans méthadone. Impossible pour moi de travailler sans méthadone en fin de vie parce qu'il y a toujours une composante neuropathique qui apparaît et qui est d'autant plus embêtante qu'on réagit de moins en moins au principal opiacé. Parce qu'on a surdosé avec l'espoir qu'un jour il répondrait, sans avoir fait le diagnostic qu'en fait, la composante douloureuse, elle est neuropathique. Parce qu'on ne l'a pas cherché spécifiquement. Il faut donc rechercher spécifiquement si le malade n'est pas soulagé parce qu'il n'y a pas assez de morphine conventionnelle ou parce qu'il y a une douleur conventionnelle plus une douleur neuropathique qui, elle, n'est pas sensible à la conventionnelle. Avez-vous compris ma réponse? Right. Est-ce que vous êtes choqué de ma réponse? D'accord. Non, mais c'est bien d'avoir des collègues savants dans la salle qui ont leur propre expérience et puis qui peuvent dire qu'ils voient les choses vraiment. C'est d'ailleurs très intéressant d'écouter un autre collègue dire ce que lui fait, parce que d'un coup, ça met en lumière ce que nous, on fait et pourquoi. Et ça nous aide dans notre rationnel à être utile au malade de la façon la plus utile. Question? On peut aussi que vous favorisez un usage répandu de la perfusion sous-cutanée continue. Oui. Vous l'avez mentionné en oui. présentation. Donc, à votre avis, on devrait, dans les contextes où c'est techniquement possible, utiliser ce moyen-là d'administration des opiacés? La beauté de la perfusion, c'est 1, elle est continue. 2, elle s'adapte en bougeant un petit clou-clou. Au lieu de 4 ml à l'heure, tu passes à 5 ml à l'heure. 3, tu peux avoir dans ta perfusion un peu de Versed avec la morphine.
ou un peu de Nosina avec ta morphine ou ta méthadone. Et donc, voilà que maintenant, tu as une façon très souple de donner les deux médications en même temps, que ça marche même quand le malade n'avale plus, que ça marche même quand il est dans le coma, et que tu as un traitement continu. Ce qui me fait le plus peur, c'est la salle d'urgence. À la salle d'urgence, une jeune madame qui a 30 ans et des douleurs importantes, que moi je vois à la salle d'urgence, aura toujours une perfusion sous-cutanée, parce que je sais que les infirmières n'ont pas le temps d'aller aux 4 heures. Et je vous raconterai dans un prochain tantôt que lorsque l'on est au bout du 4 heures, il y a tout d'un coup une augmentation de la sensibilité à la douleur. Donc, si tu n'as pas ton opiacé exactement au bout de 4 heures, tu vas avoir beaucoup plus mal. Et donc, il faut que tu aies ton aux 4 heures, mais aux 4 heures à la montre, si tu ne veux pas avoir cette surge de douleur qui vient de la disparition, parce que les opiacés créent toujours de la douleur, mais seulement à très, très basse concentration. Fait que quand tu redescends à très, très basse concentration, il n'y a plus d'effet analgésique, mais il y a un effet proalgique. Et cet effet proalgique est encore là parce qu'il y a encore des quantités nanomolaires de morphine. Tu ne veux pas ça. Alors moi, à la salle d'urgence, même pour une patiente de 25 ans, elle va avoir une perfusion sous-cute. 2, quelqu'un qui est dans mon unité de soins palliatifs, il avait 13 lits. Je dirais que 50% des patients étaient en perfusion. Dès que le malade devenait un peu moins capable de dire ce qu'il vivait, etc., la perfusion est formidable. 3, le personnel infirmier, qui n'est pas obligé d'aller aux 4 heures. Ça le soulage énormément, la perfusion sous-cute. Le problème, c'est qu'il faut acheter des pompes, puis les pompes, ça coûte cher. Puis il faut acheter la tubulure, la tubulure, ça coûte cher. Nous, on achète des pompes qui permettent d'utiliser un petit sac qui fait que 4 millilitres à l'heure, et il y a 24 heures de journée. Et donc, le petit sac a 100 ml. Dans 100 ml, il y a tout ce qu'il faut pour une journée, plus la tubulure. 96 pour 4 millilitres à l'heure, plus 4 ml pour la tubulure. Ça fait 100 ml. Et donc, je demande au pharmacien de mettre l'opiacé de 24 heures, 20 mg par 24 heures, 20 mg dans le sac, et puis 5 mg de midazolam si on a besoin de ça. Et puis, on installe ça, et je sais que demain, à la même heure, comme c'est sous-cutané, ça ne peut pas se déplacer, ce n'est pas intraveineux, c'est une perfusion sous-cute, je sais qu'il n'y aura plus de liquide dans le perfuseur. Puis si le perfuseur continue et qu'il n'y a plus de liquide, ce n'est pas très grave parce que ce n'est pas intraveineux. Tu ne peux pas faire d'embolie gazeuse. Mais le malade qui est suivi avec cette perfusion sous-cute, tu es sûr de ce qu'il reçoit. Il reçoit exactement ça. C'est donc très facile aussi à faire un bon suivi. Et c'est moins de travail pour le personnel infirmier. Je ne vois que des avantages. Je dirais que je ne suis pas, en soins palliatifs, tout le monde ne suit pas cette opinion-là. Et beaucoup de gens, en particulier les gens qui font du domicile, ne peuvent pas avoir accès à ça. Et donc, ils vont être obligés de faire du 4 heures. Mais faire du 4 heures à domicile, il faut que quelqu'un se lève. Moi, je pense que dans 10 ans, dans le domicile, ils feront aussi de la perfusion sous-cutanée parce qu'on va utiliser de plus en plus le domicile, puis on va avoir de moins en moins les aides à domicile pour suivre ça. Et donc, on va être pris à utiliser la perfusion sous-cutanée. Quant à moi, c'est un moyen sécuritaire, puis c'est un moyen intéressant, c'est un moyen qui est bon pour le malade, puis c'est un moyen qui est meilleur que les autres voies, parce que jamais tu fais des fluctuations. Le taux sanguin est complètement stable. Chaque milligramme qui rentre équivaut à 1 milligramme qui sort, est à un niveau complètement stable. Tu donnes un peu plus de médicaments, tu montes le niveau stable. Jamais tu dépasses le niveau stable. Donc jamais tu rentres dans un processus dans lequel tu enlèves les récepteurs à la morphine. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes pas mal bright, mes enfants. Pas mal. Oui, madame. J'étais un petit peu embêtée sur la situation passée Komodo, puis qu'il y a une respiration qui est augmentée à 42, un taux qui est augmenté et tout. On peut, oui, penser que c'est une douleur qui est présente, le soulager avec un opiacé. Admettons que l'opiacé ne fonctionne pas. J'étais comme un petit peu embêtée de ce que j'expliquais à la famille, finalement, de
que l'opiacé n'avait pas fonctionné, là, c'est-tu parce que bon, le métabolisme est vers la fin ou... Est-ce que vous comprenez la question? C'est une très belle question. Voilà un malade qui se met à respirer à 42 dans le lit. Et moi, je pense qu'il y a du mal, ou je vais essayer de réduire parce qu'il est en train de s'épuiser à 42 dans le lit. La famille regarde ça, puis elle est absolument hors d'elle-même. Elle pense que ce malade souffre. Je lui donne des opiacés, puis j'en donne, puis j'en donne, puis ça n'a pas l'air de marcher. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais là? Alors, il faut savoir que le rythme respiratoire dépend de plusieurs facteurs. Et un des facteurs, qui est un facteur très important, c'est la réponse à la production de CO2, de gaz carbonique. Je prends mon escalier et je monte au 5e étage où est l'unité de soins palliatifs de Notre-Dame. Je vais prendre un café au rez-de-chaussée, j'ai 5 étages à monter, et à l'étage numéro 3, je commence déjà à être un petit peu essoufflé. C'est pas parce que je manque d'oxygène, c'est parce que mes jambes sont en train de brûler des acides gras de 20 carbone, d'en faire des petits CO2 de 1 carbone, puis ce gaz-là arrive dans mes poumons, et puis quand il arrive dans mes poumons et dans mon organisme, je respire plus vite. Je respire plus vite parce que le gaz va partout, puis quand il arrive dans mon liquide céphalorachidien, le CO2 forme de l'acide carbonique, H2CO3, qui se dissocie en un proton puis un bicarbonate, et le proton, c'est lui qui dicte la respiration dans l'air respiratoire. OK? Et donc, ça, c'est la physiologie normale. Je réponds à la production d'acide respiratoire pour accélérer ma respiration. Je serais content de vous montrer que si j'en produis plus du tout, je ne respire pas. Puis quand j'en utilise plus du tout, je fais des pauses respiratoires parce que j'ai plus de stimulus respiratoire. Et en fin de vie, on voit des gens qui font des pauses. Puis ils font des pauses parce qu'ils n'ont plus de raison. Bon, on a une petite heure de cours à regarder ensemble comment ça se passe, mais c'est assez simple. Mais si jamais je manque d'oxygène, il y a un bouton de panique qui, lui, répond à l'hypoxie. Alors, un malade qui marche à 40 et puis que tu ne peux pas contrôler, la première chance, c'est que ce malade-là fait une acidose significative. Souvent, tu regardes ses pattes, il y a une patte bleue. Quelquefois, tu ne le vois pas parce que c'est dans l'abdomen. Il a fait un accident abdominal. Quand son pH descend à 7,0, il tombe en hyperpnée, qu'on appelle Kussmaul, et la respiration de ce Kussmaul est une respiration très ample. Et pourquoi? Pour sortir l'acide carbonique, parce qu'il y a trop d'acide lactique. Fait que là, il y a une compétition d'acide, on en veut moins d'acide. On va sortir celui qu'on peut sortir, c'est celui par la respiration. Puis là, je peux faire à peu près n'importe quoi, là. Si le pH est très acide, ça va être très difficile à arrêter. L'autre possibilité, c'est que son oxygène soit rendu très bas. Quand le bouton de panique à l'oxygène est très bas, là, tu pars respirer avec pas à peu près. C'est une question de survie. Et non seulement tu pars respirer, mais tes hormones de stress montent au ciel, puis souvent le malade apparaît extrêmement inconfortable, et là, il faut faire en sorte pour voir est-ce qu'on peut améliorer ça. Comme 99 % de l'oxygène est sur l'hémoglobine, mais pas dans l'air ambiant, assez souvent, mettre un masque à oxygène n'aide pas la situation, mais quelquefois, ça peut aider, quand tu es juste à la ligne. Moi, j'aurais tendance, dans ce cas-là, à essayer un peu d'oxygène. Et puis, ça se peut que ça ne marche pas. Je ne peux pas prédire que ça va marcher, mais ça se peut que ça aide. Puis, si avec un peu de morphine, ça aide, bien, tu es sorti du bouton de panique de l'hypoxémie qui dit au cerveau que s'il ne fait pas quelque chose, il va être mort dans 4 minutes. Et donc, laisse-moi dire que le cerveau, il te fait respirer pas à peu près. Hein? C'est la fonctionnalité normale. En général, avec une perfusion de morphine, j'arrive à faire passer de 40 à 22 ou à 25. Jamais beaucoup plus bas, mais à 25, il y a déjà un progrès. Et puis là, je pense que ça peut aider, mais il y a des moments où je ne suis pas capable de rien changer. Nous ne sommes pas le bon Dieu. Il y a une limite à ce qu'on est capable de faire. Puis quelquefois, ça nous déborde. Il faut qu'on accepte que ça nous déborde, puis là, à ce moment-là, on va utiliser d'autres façons d'améliorer la chose, y compris une sédation palliative, pour que le malade apparaisse moins affecté par ça. C'est un merveilleux outil. Quand on en a besoin, ça nous le prend. Puis donc, le malade redevient plus confortable, la famille devient plus confortable, et on est sorti de ça. Cette question est une super question qui mérite
C'est 2 heures de cours sur la ventilation en fin de vie. Et c'est important, la ventilation. C'est ça qui est une grande envie. Hein? La ventilation, c'est super important. Je vous remercie. J'avais l'intention de donner 2 heures de cours, mais j'étais très... les yeux plus grands que la panse. La deuxième heure de cours, vous laissez de vous expliquer comment on déclenche de l'hyperalgie aux opiacés. Je suis disposé à vous montrer comment on peut rendre les gens malades avec des opiacés aussi, et comment éviter de faire ça, puis comment le traiter quand on le voit, parce que quand le malade arrive chez vous, il arrive quelquefois avec une hyperalgie aux opiacés. Comment je le diagnostique, puis comment je le sors de là. Alors, nous remettrons ça en programme d'une autre fois, si cela vous convient. Vous verrez ici, vous pourrez néanmoins prendre les papiers, hyperalgie aux opiacés. À côté, vous avez un autre papier qui s'appelle « Problème d'opiacés ». La prescription d'opiacés est une chose qui n'est pas compliquée, mais complexe. Beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Vous regardez les problèmes, puis si ça vous intéresse, on fera une discussion ensemble, éventuellement des problèmes. À mon avis, avec le cours d'aujourd'hui, vous savez déjà suffisamment pour être capable de répondre de réfléchir à ces problèmes. Je vous remercie. Je remercie surtout notre caméraman en arrière. Utile?